Le poing des nazis, c'est ce qu'était pour moi la Gestapo. Les locaux de la Gestapo, c'était pour beaucoup l'enfer sur Terre. Un mélange d'inhumanité, de cruauté et de crimes sans précédent. Nous étions soumis à l'arbitraire de ces gens. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma famille, à mes enfants ou à mon épouse. Je n'en ai jamais parlé. Je voulais oublier ce qui était arrivé. Fin 42. La guerre d'extermination de Hitler se trouve embourbée dans l'hiver glacial de Stalingrad. Le vent tourne. La Wehrmacht bat en retraite sur tous les fronts. Même les hommes de la police et de la Gestapo doivent se retirer des territoires récemment conquis. À l'Est, ils ont pris part à l'assassinat de milliers de personnes innocentes. Opposants politiques, partisans, juifs, sans épargner les femmes et les enfants. Dans le Reich, pour la première fois, des villes sont victimes des bombardements alliés. La victoire n'est plus une chose acquise. À l'arrière, on mobilise toutes les forces. Goebbels a proclamé la guerre totale. La Gestapo a une nouvelle mission, l'arrière doit tenir, coûte que coûte. Il convient de faire taire les déviationnistes, les critiques et les opposants au régime nazi. Contre la folie de la guerre s'élève à présent une opposition sporadique. C'est le cas à Munich. Dans un tract, des membres du mouvement Weiße Rose, la rose blanche, parmi lesquels Sophie et Hans Scholl, critiquent violemment la guerre d'extermination menée à l'Est et la mort absurde des jeunes soldats allemands à Stalingrad. Ce tract s'adressait tout particulièrement aux jeunes gens et commentait la défaite de Stalingrad, où avaient combattu environ 300 000 soldats allemands envoyés à la boucherie par notre Führer d'une manière totalement irresponsable. Le peuple allemand vous regarde. En d'autres temps, nous avions dû nous soulever contre la domination napoléonienne. À présent, nous devions le faire contre ce régime. La rose blanche est découverte. Ses membres sont arrêtés par la Gestapo. Sophie et Hans Scholl sont exécutés le 22 février 1943. La Gestapo a mené à bien toute l'opération. Plus la victoire finale devient un rêve lointain, plus les consignes émanant du siège berlinois de la Gestapo se font radicales. Le régime s'enfonce dans la spirale de la terreur. Les opposants politiques ne sont plus les seuls à être traqués. On s'en prend à présent aux organes d'information. La radio, jusque-là instrument central de propagande des nazis, devient un danger. En plus de la station officielle tout acquise au régime, les Allemands peuvent écouter des radios étrangères, des émetteurs ennemis, comme les appelle le Reich. Aux yeux de la Gestapo, ces auditeurs présentent un risque pour la cohésion de la nation. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Zunächst die wichtigste Nachricht. In den Nächten zum Sonntag und Montag hatte die Royal Air Force 2 Großangriffe auf Berlin ausgeführt. Mon grand-père adorait bricoler la radio. Il écoutait toujours les informations anglaises. Les deux fils de sa sœur, ses neveux, avaient disparu pendant la guerre. Dans une lettre, sa sœur lui demandait s'il avait entendu quelque chose à la radio.
Malheureusement, cette lettre a été interceptée par la Gestapo avant qu'elle ne parvienne à mes grands-parents. Ma grand-mère a été convoquée par la Gestapo, mais mon grand-père a tenu à l'accompagner. Il a été aussitôt arrêté par la Gestapo, juste parce qu'il avait avoué avoir écouté Radio Londres. Il a été condamné par un tribunal nazi à 2 ans et demi de prison. Chef d'accusation, écoute d'émetteurs ennemis. À la Prinz-Albrecht-Straße, siège de la Gestapo, on surveille étroitement un petit groupe de juifs qui n'ont pas encore été déportés, ceux vivant en mariage mixte. Le chef de la Gestapo, Heinrich Müller, en fait une affaire personnelle. Dès janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, il a été demandé de régler la question des mariages mixtes et des métis. À partir de février 1943, la Gestapo arrête également les Juifs mariés à des Ariens. C'est le cas de Clara Helene Greding, née Frank, en 1879. Son père est de confession juive, sa mère est protestante. Clara est engagée socialement. Elle soigne à l'hôpital de Kronberg des enfants paralysés et travaille pour la Croix-Rouge. En 1919, Clara épouse Wilhelm Greding, un chef d'entreprise protestant. 2 filles et un fils naîtront de leur union. La famille de Clara est riche. Elle possède à Kronberg une villa cossue, tout près de l'hôtel de ville. Depuis 1939, Clara est contrainte, comme toutes les femmes juives, d'ajouter à son prénom celui distinctif de Sarah. Plus tard, elle devra également porter l'étoile jaune, de quoi susciter bien des haines. Les filles de Clara se souviennent. La boîte aux lettres était toujours recouverte d'inscriptions du genre « Ici vit une juive ». Quant au mur entourant le jardin, il était barbouillé d'injures écrites en gros. En 1935, la villa est réquisitionnée par les nazis, qui y établissent le siège du Parti national-socialiste de Kronberg. La famille doit déménager. En 1943, un événement tragique fait tout basculer. Clara Greding omet d'inscrire le prénom Sarah sur ses tickets de rationnement. La Gestapo réagit sans tarder. Le 25 mai 1943, notre mère a été convoquée à la Gestapo de Francfort. Je l'ai accompagnée jusqu'à la gare de Francfort, où nous nous sommes quittés. Je suis allée à l'entreprise et ma mère s'est présentée au 27 de la Lindenstraße. C'était le siège de la Gestapo. Nous avions convenu que si nous n'avions pas de ses nouvelles à midi, nous irions la chercher. Comme nous n'avons pas eu de ses nouvelles, nous nous sommes retrouvés toutes les deux pour nous rendre là-bas. 27 Lindenstraße, le siège de la Gestapo, l'endroit le plus redouté de Francfort. Un homme s'y distingue particulièrement, un homme qui officie bureau 67 et que les témoins appelleront plus tard le valet de la mort. Heinrich Baap. Entré en 1928 dans la police prussienne, il devient 9 ans plus tard fonctionnaire de la Gestapo. L'homme travaille depuis 1942 au service préposé aux Juifs pour la Gestapo de Francfort. Comme l'affirmeront plus tard des témoins, Heinrich Baap se vante d'avoir écrasé et anéanti 387 femmes. Un agent de la Gestapo des plus zélés. Un jour, j'ai été convoquée chez lui. Il fallait monter un grand escalier pour rejoindre son bureau. Au moment où j'allais monter, un vieil homme a dégringolé l'escalier. Il tenait un pain sous le bras. On l'avait poussé dans l'escalier juste parce qu'il avait demandé s'il pouvait apporter du pain à sa femme incarcérée.
J'y allais toujours la peur au ventre. On se retrouvait facilement en prison. Bab ne faisait que crier. Il était très cynique. Ce n'était pas un être humain, c'était une bête. Je ne sais pas comment décrire un tel individu. D'une froideur extrême, le visage épais, bouffi comme sur la photo. C'est exactement ça. La photo du journal est très ressemblante. Et puis, méprisant, dédaigneux. Le 10 janvier 1944, bien après les grandes rafles, Clara Helene Greding est déportée et assassinée à Auschwitz. Voici la dernière carte que nous avons reçue de notre mère. Elle a dû l'écrire alors qu'on l'emmenait à Auschwitz. Elle a quitté Francfort pour Auschwitz avec la police. Elle a dû l'écrire à ce moment-là. La carte est arrivée bien après. La carte est datée du 10 janvier. Nous ignorons comment elle est parvenue jusqu'à nous. Le 19 février 1944, nous avons été informés de sa mort par courrier. Et quelques jours plus tard, nous avons reçu l'acte de décès d'Auschwitz. Au printemps 1950, Heinrich Bapp est traduit en justice à Francfort. Bapp doit répondre des actes de barbarie commis au siège de la Gestapo de Francfort. Le quotidien Frankfurter Rundschau publie à cette occasion une édition spéciale. Heinrich Bapp, l'homme sans conscience, est certes l'un des nombreux acteurs de la machine à exterminer, mais il s'est particulièrement distingué. Le nazi est complice de la mort de milliers d'innocents. Baap a participé à la déportation de Juifs et de Tziganes de Francfort vers l'Est. Principal lieu de rassemblement, le marché couvert de Francfort. D'après des témoins oculaires, Baap y a brutalisé de nombreuses victimes. Au cours de son procès, il conteste les accusations de sévices et tente d'en faire porter la responsabilité à d'autres. Lors de ces évacuations de masse, l'ensemble de la Gestapo, y compris le personnel féminin, a été mobilisé. Il y avait 40 à 50 fonctionnaires de la police judiciaire et des services financiers. Pour ce qui concerne les évacuations, les consignes de l'Office central de la sécurité du Reich étaient scrupuleusement suivies. Entre 1941 et 1942, il y aura à Francfort 10 grandes vagues de déportation vers les camps d'extermination. Environ 20 000 Juifs et Tziganes en seront les victimes. Les tentatives de Baap pour se disculper ne trompent personne. Les faits sont accablants. La sentence est d'une sévérité inhabituelle pour l'époque. Baap est condamné à la prison à perpétuité. Il ne travaillera plus jamais dans la police. Il sera incarcéré jusqu'en 1972 à la prison de Butzbach, un jugement qui fait figure d'exception. Dans les usines d'armement, la production tourne à plein régime. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied. L'arrière et le front doivent combattre main dans la main. La propagande de Goebbels exige un engagement total. Die Zahl unserer Soldaten ist dauernd größer geworden. Sie müssen in Anbetracht ihres harten Einsatzes besonders gut und ausreichend verpflegt werden. Auch die Zuteilung von zusätzlichen Lebensmitteln an Schwer- und Schwerstarbeiter sowie an Lang- und Nachtarbeiter der kriegswichtigen Industrien steigert den Nahrungsmittelbedarf. Plus la défaite est inéluctable, plus la propagande claironne une victoire prochaine. Die Einschränkungen, die die Heimat jetzt auf sich nehmen muss, sind natürlich empfindlich, aber sie stehen in keinem Verhältnis zu den Opfern, die jeder Soldat an der Front täglich zu bringen hat. La Gestapo était un instrument utilisé par les nazis pour contrôler la société.
Cet instrument a été utilisé de façon de plus en plus radicale à mesure que la guerre avançait et que les nazis redoutaient la fin de la cohésion nationale. C'est pourquoi ils s'en sont pris à la moindre forme de déviationnisme, aux prisonniers de guerre, aux travailleurs forcés et même aux Allemands qui enfreignaient les règles du système national-socialiste. Ils s'en sont pris en particulier à tous ceux qui ne partageaient pas les normes culturelles national-socialistes. Celui qui refuse de marcher au pas est aussitôt dans le collimateur de la police et de la Gestapo. C'est le cas des jeunes gens passionnés de jazz américain. Certains jeunes affichaient de la sympathie pour le système. Peut-être espéraient-ils ainsi faire carrière. Cela se conformait au régime. Ils s'habillaient pour plaire au Führer, ce qui était loin d'être notre intention. Nous prenions comme modèle les photos publiées dans les journaux, qui, soit dit en passant, étaient visées par les nazis. Nous avons essayé de leur ressembler. Nous avons porté des vestons longs et nous avons laissé pousser les cheveux. C'était précisément cela que les nazis ne supportaient pas. Par notre tenue, les gens voyaient que nous formions un groupe à part, que nous prenions nos distances. Un mot d'abord sur l'expression jeunesse swing. Je tiens à préciser que nous-mêmes ne nous sommes jamais appelés ainsi. Nous étions fans de jazz, nous adorions danser le swing. C'était une passion. Mais le terme jeunesse swing est arrivé plus tard. Dans l'Allemagne nazie, la jeunesse swing est un mouvement qui aspire avant tout à la liberté personnelle. Pour les jeunes ayant grandi avec la propagande nazie et dans la rigueur militaire, le swing incarne l'insouciance et l'ouverture au monde. On reproche à cette jeunesse de tirer dans le dos des soldats du front, de les trahir. La Gestapo en fait son affaire. C'était écrit dans les procès-verbaux. Ce que fait cette jeunesse est subversif. Tout mouvement autre que les jeunesses hitlériennes est subversif. Il mine le moral des soldats et met en danger la sécurité de l'État. Et ainsi de suite. Aux actualités allemandes, le jazz et le swing sont qualifiés de musique nègre. Swing ist Trumpf. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Urwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgefrischt. Und weiße Menschen legen anscheinend Wert darauf, die Nigger noch zu übertrumpfen. Das hier sind Teilnehmer einer Swing-Dauertanzkonkurrenz. À Francfort, la Gestapo intervient. La poignée de jeunes gens férus de jazz est considérée comme dangereuse. Un jour, ils sont venus nous arrêter. Ils nous attendaient devant chez nous. Il y avait deux hommes qui portaient des chapeaux et des manteaux longs. Ils étaient en voiture. Ils nous ont invités à les accompagner au commissariat. Là, ils ont dressé un procès-verbal, enfin quelque chose dans le genre. Et puis j'ai été jeté en prison. J'ai atterri directement à l'isolement. Mes parents ignoraient totalement où j'étais. Personne ne savait où j'étais. La Gestapo avait le droit de faire ce genre de choses. J'ai passé la nuit à la Gestapo, dans la cave, puis j'ai été transféré à la Hammelsgasse, où je suis resté 20 jours avant d'être relâché. Il n'y a eu ni procédure judiciaire, ni action en justice officielle, ni quoi que ce soit. J'ai été incarcéré de manière totalement arbitraire.
Au moment de l'interrogatoire, le jeune type a posé le revolver sur la table en disant « Si vous vous enfuyez, je vous descends. » Mais où aurais-je pu m'enfuir? Comment aurais-je pu traverser un bureau, 3 couloirs et 2 barrages? Comment j'aurais pu, hein? C'était vraiment n'importe quoi. Si je m'étais rebellé, il m'aurait abattu aussi sec. À la Gestapo de Francfort, sur la Lindenstrasse, on sévit impitoyablement. Les cellules regorgent de prisonniers aux chefs d'inculpation les plus divers. Les passionnés de swing n'échappent pas non plus aux tortures. On m'a sorti de la voiture à coups de pied. À la Linderstrasse, j'ai d'abord été interrogé en haut, enfin au premier étage. J'ai reçu des coups, mais ça allait à peu près, comparé à ce qui a suivi dans la cave. On nous faisait dégringoler l'escalier qui menait à la cave, parfois avec d'autres détenus. Ces interrogatoires n'avaient rien d'une partie de plaisir. Ils nous frappaient sans relâche. Ils étaient de plus en plus enragés. Ils voulaient que je leur dise des choses que je ne pouvais pas dire, des choses qui étaient fausses sur mes amis. Mais j'ai refusé de mentir. Ils voulaient entendre des choses précises. Tout était déjà préparé. Peut-être même qu'ils avaient déjà tout écrit dans les procès-verbaux, pour ensuite informer Berlin de leurs actes de bravoure, de ce qu'ils avaient découvert parmi la jeunesse, quelles forces subversives et criminelles ils avaient trouvées. Mais je ne pouvais pas leur faire cette faveur. Plus ils me rouaient de coups, plus j'avais peur. Vu leur comportement, je m'attendais au pire. Ils voulaient me forcer à avouer des choses qui n'avaient pas eu lieu. Je m'attendais à quelque chose de terrible. Ma peur face à ces bêtes augmentait à chaque instant. Chacun de ces hommes était prêt, à tout moment, pour le compte du régime, avec l'accord du régime, à commettre un meurtre, sans avoir à se justifier ensuite. Ils n'avaient aucune limite. C'étaient tous des assassins en puissance, dépourvus de sensibilité. La promptitude de la Gestapo et de ses hommes de main à exécuter leurs basses œuvres au cours des dernières années du Troisième Reich s'illustre dans l'histoire tragique d'une jeune femme de Cologne. Annemarie S., 21 ans, originaire de Cologne, est dénoncée comme étant une prostituée. Le 7 novembre 1942, elle est emmenée ici, à la LD-Haus, le siège de la Gestapo de Cologne. Pendant plusieurs jours, la Gestapo la détient dans sa prison sans aucun motif. La jeune femme est relâchée au bout de 2 semaines, avec l'obligation à l'avenir de rentrer chez elle à minuit au plus tard. Au bout de 2 ans, Annemarie S. commet une erreur. Elle rentre chez elle avec un quart d'heure de retard. Elle signe là son arrêt de mort. La spirale bureaucratique se met en route. Dépôt de plainte, détention préventive, avant la déportation vers le camp de Ravensbrück, où Annemarie S. mourra 2 mois plus tard. Le système concentrationnaire étend sa toile sur tout le Reich. Des milliers de femmes et d'hommes désignés par la Gestapo comme opposants sont déportés. Syndicalistes, socialistes, communistes, pasteurs et théologiens, comme Dietrich Bonhoeffer, ainsi que des adversaires déclarés du régime, à l'instar de Georg Elser, l'auteur de l'attentat manqué contre Hitler du 8 novembre 1939. Sans oublier les étrangers à la communauté, les asociaux, et les oisifs, comme les appellent les nazis. Bon nombre seront assassinés dans les camps. Für unsere Rüstungsindustrie und unsere Landwirtschaft wurden ferner als Ersatz für die zur Wehrmacht eingerückten Männer rund 2,5 Millionen ausländischer Arbeitskräfte herangezogen,
die jetzt ebenfalls von uns ernährt werden müssen. Pendant la guerre, des millions de travailleurs étrangers doivent maintenir l'économie allemande en marche. On commence par les embaucher, avant de les recruter de force dans les territoires occupés. Ils seront par moments plus de 7 millions à servir ainsi le Reich. Ces hommes et femmes travaillent dans des conditions dégradantes. Des travailleurs étrangers, des Polonais, sont arrivés à Breslau. Mon frère et moi avons pu voir comment ces gens étaient traités. Pas même comme des êtres humains de seconde zone, mais de troisième zone. Ils étaient reconnaissables à leurs vêtements râpés et à la lettre P qui était cousue bien en vue sur leur veste. On voyait qu'ils avaient faim, très faim. Beaucoup de gens leur crachaient dessus. Malgré tout, certains Allemands font preuve d'humanité et donnent à manger en cachette aux travailleurs forcés. Il y avait des Allemands qui les considéraient comme des êtres humains, à une époque où ils étaient opprimés, rabaissés et exploités. À cette époque, certains leur ont manifesté des sentiments humains. Un comportement qui provoque souvent l'intervention de la Gestapo. Celle-ci voit dans les travailleurs forcés un gros problème de sécurité. Au moindre comportement suspect, la Gestapo frappe. Beaucoup seront victimes de son régime de terreur. L'Italien Salvatore Bertorelli est un ancien travailleur forcé. Un matin, j'étais dans la remise en train de scier du bois. Le contremaître est venu me dire de sortir, ce que j'ai fait sur le champ. Devant la porte, je suis tombé sur 2 gars de la Gestapo. Des gars baraqués. Je ne me doutais de rien. Ils m'ont mis la main dessus. Quand j'ai vu la Gestapo, j'ai compris que j'allais avoir des ennuis. Et je me suis fait dessus. Salvatore Bertorelli est soupçonné de sabotage. Il est interné dans un camp de la Gestapo pour être rééduqué par le travail. Il ne sera libéré qu'après la guerre. Dans les années 20, les camps d'éducation par le travail incarnaient la volonté des régimes dictatoriaux de rééduquer les hommes grâce au travail. La particularité du Troisième Reich, c'est que c'était la police secrète d'État, la Gestapo, qui était responsable de ces camps. Son pouvoir en tant qu'instrument de terreur s'en trouvait ainsi décuplé. Et dans un régime nazi sur le déclin, cette terreur vise beaucoup de monde. Elle touche particulièrement les détenus des camps de rééducation par le travail, livrés à l'arbitraire de leurs geôliers. Je regardais par le trou de la serrure. À l'extérieur du baraquement, il y avait un prisonnier italien, agenouillé par terre, qui posait des pavés pour faire un chemin, enfin une route. À ce moment-là, 2 officiers sont passés. Moi, j'observais toujours la scène par le trou de la serrure. L'un des 2 a sorti son arme et l'a abattu. Comme ça. Plus le régime nazi est menacé par l'extérieur, plus la répression au sein du Reich se fait brutale. La peur réduit le peuple au silence. Avril 1944, la Wehrmacht est de plus en plus mal en point. Partout, les soldats allemands battent en retraite. L'espace vital conquis à l'Est n'est plus qu'un lointain souvenir. Malgré tout, la propagande fête le 20 avril l'anniversaire du Führer.
Das Geschenk des deutschen Volkes zum Geburtstag Adolf Hitlers war ein einziges Bekenntnis der Treue zum Führer, des festen Willens zum Kampf und unbeugsamen Widerstand bis zum Sieg. In der Reichshauptstadt. Mit dem Wachregiment ziehen die Berliner die Straße unter den Linden entlang. Un anniversaire au milieu des ruines. En guise de colonne de marche enthousiaste, les derniers appelés. Au lieu d'une mer de drapeaux flamboyants, d'humbles fanions de papier. Prinz Albrechtstraße, la Gestapo poursuit sa mission à la satisfaction du régime. Le peuple se tait, la résistance est rare. La situation change au cours de l'été 1944. La Gestapo reçoit une tâche supplémentaire. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Ein gerechtes Schicksal hat das Verbrechen missglücken lassen. La Gestapo n'a pu empêcher l'attentat contre son Führer. Pour mener à bien la chasse aux conjurés, la Gestapo reçoit les pleins pouvoirs. Un blanc-seing pour son directeur, Heinrich Müller, qui mobilise à cette occasion des centaines de fonctionnaires. Heinrich Müller met sur pied la commission spéciale du 20 juillet. À ses côtés, Kurt Lischka, ancien chef de la Gestapo de Cologne, puis de Paris. Après l'attentat manqué contre Hitler, les conjurés ne sont pas les seuls à être arrêtés. Leurs familles le sont aussi, victimes innocentes de la fameuse Siebenhaft, la co-responsabilité familiale. Dans la nuit du 21 juillet 1944, certains auteurs de l'attentat sont exécutés. Des centaines de personnes attendent leur procès dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Tous ceux soupçonnés de près ou de loin d'avoir eu un quelconque lien avec l'attentat du 20 juillet sont pris dans l'étau de la Gestapo. Beaucoup sont conduits à la prison de la Prinz Albrechtstraße. Ordre est donné de conduire des interrogatoires musclés, en d'autres termes, des tortures. Parmi les survivants de la barbarie de la Gestapo, Franz von Hammerstein, fils de Kurt von Hammerstein, chef de l'état-major jusqu'en 1933. Ses deux frères ont pris part à l'attentat contre Hitler. Après le 20 juillet, mes deux frères ont dû se cacher, car ils risquaient d'être assassinés. La Gestapo est venue très rapidement chez nous. En fait, le jour même. Et elle est ensuite revenue souvent. Elle a essayé de nous faire dire où se trouvaient mes deux frères. Nous avons feint de l'ignorer. Et cette tactique a bien fonctionné. Mais j'ai été arrêté au début du mois d'août. Ma mère et deux de mes sœurs au mois d'octobre. J'ai été conduit à la prison de la Gestapo, située Lerterstraße. La famille von Hammerstein survivra. En revanche, des centaines de proches des conjurés seront victimes de la Gestapo. Cet appareil a continué de fonctionner malgré tous les revers essuyés par les nazis.
Alors qu'ils savaient que la guerre était perdue, ils ont continué de se battre. Ils ont poursuivi la guerre et les meurtres, particulièrement à l'approche de la fin de la guerre, en 1944, après le 20 juillet. Ils ont multiplié les assassinats. Ils étaient comme mus par une fureur, comment dire, la fureur de la défaite, la fureur des maîtres avant la fin. Ils voulaient faire place nette. Après le 20 juillet 1944, les nazis prennent pour cible la société allemande tout entière. Leur arme la plus sûre dans ce combat est la Gestapo, qui sait mobiliser bon nombre d'autres institutions pour arriver à ses fins. Tout le système se dérègle. Il n'est donc guère étonnant qu'à la fin, la Gestapo s'arroge des pouvoirs judiciaires, devenant ainsi le symbole absolu de la terreur. Le Troisième Reich est en ruine. Plus la situation est désespérée, plus la Gestapo se fait radicale. Depuis l'automne 1944, son commandement peut ordonner des traitements d'exception. En d'autres termes, il peut condamner à mort sans jugement. La Gestapo endosse à présent les rôles de police, juge et bourreau. La porte ouverte au meurtre et à la terreur. Comme autrefois dans les territoires occupés, certaines exécutions se déroulent sur la place publique. Il faut intimider les opposants. La résistance doit être étouffée dans l'œuf. La Gestapo poursuivra sa tâche meurtrière jusqu'à la fin, malgré le bombardement par les Alliés en automne 1944 de son siège berlinois de la Prinz-Albrecht-Straße. Une partie du personnel de la Gestapo a déjà fui dans le sud du pays. De petites unités font office de cours martiales itinérantes à travers le pays détruit. Les guerriers de l'idéologie connaissent une ambiance de fin de règne. Craignant des actes de vengeance, les fonctionnaires de la Gestapo tuent sans discernement. Dans les villes allemandes, on assassine de façon arbitraire. Sentant sa fin proche, la Gestapo pratique la politique de la terre brûlée. Depuis que les bombardiers alliés ont fait du Reich un champ de ruines, ils sont haïs par les partisans du régime nazi. La Gestapo fait la chasse aux équipages des bombardiers alliés abattus. Sa justice est souvent des plus expéditives. C'est le cas dans les environs de Würzburg. Oswald Gundlach participe à cette bien sinistre chasse. En 1942, Gundlach a accompagné les convois de juifs de la région de Würzburg vers les camps d'extermination. Le voici à présent de retour parmi ses camarades de la Gestapo de Würzburg. Gundlach survivra à la fin de la guerre. Jusqu'en 1947, il ne sera pas inquiété. Son passé finira par le rattraper, mais pas en raison de sa participation au génocide. Les États-Unis lui reprochent d'avoir abattu des pilotes américains avec un commando de chasse composé de membres de la Gestapo et de policiers. Gundlach est arrêté et traduit en justice. Verdict, condamnation à mort par pendaison. En 1947, il est incarcéré à la prison pour criminel de guerre de Landsberg. Peu de temps après, sa condamnation à mort est commuée en détention à perpétuité. L'ancien nazi sera libéré en 1953. « 1er juillet 1954 à Würzburg. Oswald Gundlach est réintégré dans la police. Il bénéficiera de plusieurs promotions et finira brigadier. Le 17 juillet 1963,
Oswald Gundelach part à la retraite. Au nom de l'État libre de Bavière, je tiens à exprimer au brigadier Oswald Gundelach, pour ses 40 années de service, le remerciement et la gratitude du gouvernement bavarois. Ces années au sein de la Gestapo seront évidemment prises en compte pour sa retraite. Gundelach est loin d'être un cas isolé. En avril 1945, dans les camps de concentration, on trouve tous ceux que l'on a épargnés en vue de les traduire en justice après l'utopique victoire finale. Heinrich Müller en personne s'occupe des prisonniers spéciaux du Führer, parmi lesquels le théologien Dietrich Bonhoeffer, l'ex-amiral Wilhelm Canaris et Georg Elser, auteur de l'attentat manqué contre Hitler. Quelques jours avant la libération du camp de concentration de Dachau, une dépêche arrive de Berlin ordonnant l'exécution de Georg Elser. Le meurtre doit ressembler à un accident. L'avis de décès est déjà rédigé, ne reste qu'à rajouter le lieu et la date. Georg Elser est assassiné le 9 avril 1945. Dietrich Bonhoeffer et Wilhelm Canaris sont exécutés le même jour. À Berlin règne une ambiance de fin du monde. Le front de l'Est est arrivé dans la capitale du Reich. Ambiance de fin du monde également dans le bunker du Führer. C'est la dernière fois que le monde voit le chef suprême du Reich vivant. Le 1er mai, l'armée rouge ouvre le feu dans le centre de Berlin. Hitler s'est suicidé dans la nuit. Parmi les survivants de la chancellerie, c'est la débandade. En ce 1er mai, Heinrich Müller, le directeur de la Gestapo, est encore dans le bunker de la nouvelle chancellerie du Reich. Aux alentours de 22 heures, Hans Bauer, le pilote de Hitler, parle avec Müller, qui lui aurait dit « Je connais suffisamment bien les méthodes russes. Je n'ai pas la moindre intention de m'exposer au danger d'une capture par les soviétiques. » On perd ensuite sa trace. Heinrich Müller s'enfuit vraisemblablement par le dédale du métro berlinois. On n'entendra plus jamais parler de lui. Heinrich Himmler, le supérieur de Müller, est découvert par les Britanniques à Lüneburg, où il se cachait sous une fausse identité. Le 23 mai 1945, il avale une capsule de cyanure. Les actualités britanniques exhibent le cadavre de l'ancien chef suprême des SS. Le responsable des SS et de la Gestapo commandait l'arme la plus redoutable de la dictature nazie. Ce n'est qu'au cours des derniers jours de la guerre qu'il tentera de prendre contact avec les alliés occidentaux pour sauver sa tête. En vain, le règne de la Gestapo a pris fin. Berlin, peu après la défaite. La police allemande marche de nouveau au pas cadencé. Ces dociles guerriers de l'idéologie qui, il y a peu, participaient aux exécutions de masse et escortaient les convois de déportation, ont bien vite changé leur fusil d'épaule. Si l'on s'attend à ce que les membres de la Gestapo, en tant que police politique du régime national-socialiste, répondent de leurs actes après 1945, on se trompe. De nombreux fonctionnaires de la Gestapo essaient de présenter leur comportement d'avant 1945 comme un comportement policier normal, et on les croit.
L'administration offre une seconde chance à bon nombre de fonctionnaires de la Gestapo qui refont une carrière, en repartant en général du rang qu'ils occupaient avant 1945. Cette attitude reflète le souhait et la volonté de la société allemande d'après-guerre d'occulter, mais aussi de transfigurer la soumission aveugle. Au pays des criminels commence une nouvelle époque. Les Allemands de l'Ouest apprennent la démocratie, le passé est refoulé. Le miracle économique des années 50 relègue très loin le Troisième Reich. Beaucoup de ceux qui ont quelque chose à cacher se mettent à espérer, mais certains d'entre eux sont rattrapés par leur passé dans les années 60. En mai 1960, Adolf Eichmann, l'organisateur de la solution finale, est arrêté en Argentine et transféré en Israël. Le procès de l'ancien nazi, mené par un tribunal de Jérusalem, fait découvrir au monde entier le sinistre Reichssicherheitshauptamt, l'office central de la sécurité du Reich. Face au tribunal, l'organisateur du génocide se présente en bureaucrate et récuse toutes les accusations. Dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. La défense d'Eichmann est calquée sur celle de tous les autres criminels nazis. Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahneneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. À l'instar d'Eichmann, beaucoup de nazis se cachent derrière leurs supérieurs et de prétendus ordres, rejetant ainsi toute responsabilité personnelle dans le génocide. Les institutions de la terreur ont sombré avec le Troisième Reich. Pourtant, de nombreux criminels vivent encore. À Cologne, un ancien chef de la Gestapo qui avait œuvré à l'Elde Haus coule de vieux jours tranquilles. Kurt Lischka, nommé en 1940 chef de la Gestapo de Cologne, puis commandant adjoint de la police de sécurité et du service de sécurité des SS à Paris, vit dans une banlieue de Cologne. En 1971, Beate et Serge Klarsfeld essayent de kidnapper l'ancien nazi et de le ramener en France. En RFA, en effet, l'ancien nazi ne peut être traduit en justice, puisqu'il a déjà fait l'objet en France d'une condamnation par contumace. Nous avions essayé de ramener Lischka en France, c'est-à-dire avant la ratification du traité franco-allemand. Et dans ce cas-là, la justice militaire aurait dû le juger. Notre but était de le ramener à Paris, rue des Saussaies, dans ses anciens bureaux. Et on devait convoquer la presse et dire voilà, Lischka est de retour et maintenant la justice française doit l'arrêter et le condamner. L'ancien chef de la Gestapo de Cologne est entendu par un collègue de la police judiciaire. C'est un très mauvais souvenir. Après toutes ces années, il s'imaginait qu'il pouvait me traiter en collègue. J'appartenais aussi à la police politique. Il m'a demandé
Qu'auriez-vous fait à ma place? Je n'ai fait qu'obéir. C'est là que j'ai pris conscience de la différence fondamentale entre la police d'alors et celle d'aujourd'hui. Grâce à la pression publique initiée par Serge et Beate Klarsfeld, Lischka finit par comparaître devant un tribunal allemand. 35 ans après les faits, l'ancien nazi est condamné à 10 ans de prison. En regardant Lischka, j'ai eu la même réaction avec les autres, mais avec Lischka, c'était plus intense. Je me suis dit que c'était un être bien lâche et bien pitoyable. Il a fallu que je me dise qu'il avait autrefois pouvoir de vie et de mort, et qu'il était responsable de la mort de milliers, de dizaines de milliers d'innocents. Pas seulement de juifs, mais aussi de résistants français. Et voilà que cet être misérable et pitoyable était assis là. Je me suis dit qu'il n'était pas possible que ces gens aient ainsi décidé de la vie et de la mort d'autrui, comme s'ils avaient été Dieu.